Bonjour, bienvenue dans ce troisième cours de mécanique quantique. Je vais d'abord faire un petit point sur les expériences qu'on a vues au cours précédent. Donc il y avait toute une série d'expériences qui nous ont permis de constater la dualité onde-corpuscule. D'une part, il y avait l'effet photoélectrique, allié au fait que le rayonnement du corps noir soit discret, et les traces dans les chambres à brouillard, qui indiquaient une nature corpusculaire des rayonnements et des particules de matière. Oui, parce que l'effet photoélectrique ne peut s'expliquer que si les grains de lumière affrontent individuellement les électrons de la plaque de métal. Et pareil, les traces dans les chambres à brouillard indiquent une trajectoire qui est typiquement corpusculaire. Il y avait d'autre part l'expérience des fentes de Young, initiale, qui montrait la nature ondulatoire, de continu ondulatoire des rayonnements et des particules de matière. Ensuite, quand on a pu faire cette expérience des fentes de Young photon par photon, ou électron par électron, on a pu constater une alternance entre ces deux natures, donc le continu au moment de passer les fentes, puisqu'on passe par les deux fentes, et le corpuscule au moment de toucher l'écran, puisqu'on impacte l'écran en un seul point. Alors, on a aussi remarqué quelques caractéristiques subsidiaires. Par exemple, le fait que l'énergie d'un électron dans un atome soit quantifiée. Ça se traduit par le fait que ces niveaux d'éloignement par rapport au noyau sont bien déterminés et discrets. On a aussi remarqué qu'il y avait certains événements qui n'avaient apparemment pas de cause nécessaire, comme le fait que la particule arrive sur un endroit ou un autre de l'écran dans l'expérience des fentes de Young. Ensuite, donc, on a vu une expérience où on a pu constater les relations d'indétermination entre deux propriétés de l'électron. Dans ce cas-ci, c'était le spin dans des directions perpendiculaires. Ça nous a donc permis aussi d'apprendre ce que c'était ce fameux spin, donc qui est l'équivalent de l'aimantation dans les particules, sauf que, à la différence de l'aimantation, il n'y a que certaines orientations possibles. Et pour l'électron, il n'y en a que deux, et on les appelle up et down. Donc qu'est-ce que je veux dire par des relations d'indétermination entre deux propriétés? En fait, quand une propriété est amenée à se manifester, une de ces deux propriétés qui vont par paire est amenée à se manifester, par exemple dans le cadre d'une mesure, eh bien, dès qu'elle se manifeste, la valeur qu'avait prise l'autre propriété auparavant, si elle en avait une, disparaît. Donc ça, c'était assez clair dans l'expérience de Stern-Gerlach pour le spin. On voyait bien qu'au début, on peut mesurer le spin, on garde des électrons qui ont un certain spin, et puis on les fait passer dans quelque chose qui mesure le spin selon une autre direction. Et tout à coup, quand on remesure le spin selon la première direction, la valeur a disparu. Il y a de nouveau toutes les valeurs possibles. Il n'y a pas d'expérience aussi claire pour les autres paires de grandeurs qui subissent aussi les relations d'indétermination dont je vous avais parlé, donc la position et la vitesse, et l'énergie et le temps. Pas d'expérience aussi claire. Alors, quand même, on peut dire que jusqu'ici, on n'a jamais réussi à mesurer deux de ces propriétés en même temps, de manière précise. Et en plus, on a une démonstration mathématique que si on fait cette double mesure, on aura toujours un minimum d'incertitude sur la valeur de ces propriétés. Mais ça pourrait encore être interprété comme une incertitude de notre part sur la valeur simultanée dans la réalité de ces propriétés, et non pas comme le fait que réellement elles ne soient pas déterminées en même temps. C'est pas aussi puissant qu'une expérience de type Stern-Gerlach en termes de preuves. Ces quatre expériences-là étaient, je pense, les expériences fondamentales au moment de la formation de la mécanique quantique. Mais depuis, on a fait des progrès technologiques qui nous ont permis de réaliser des expériences qui ne pouvaient être faites que sous forme d'expériences de pensée auparavant. Donc je pense que ça vaut vraiment la peine d'en parler. Et je vais parler donc de deux expériences plus récentes qui ont pu être faites grâce à des progrès techniques.
Alors la première, c'est celle qui a mis en évidence le phénomène d'intrication. Celle-là, elle a été réalisée en 1982 par Alain Aspect et elle a été reproduite de nombreuses fois par la suite pour améliorer sa fiabilité statistique. C'était nécessaire. Alors la situation de base, c'est celle-ci. On prend deux détecteurs qu'on éloigne dans des endroits très éloignés l'un de l'autre. Alain Aspect utilisait des polariseurs parce qu'il travaillait avec la lumière. Ça peut marcher aussi avec des détecteurs de spin de type Stern-Gerlach qui en travaillent avec des électrons. Donc du moment que on mesure un paramètre qui dépend de l'angle. On a vu que le spin peut être mesuré selon une orientation. Et bien c'est pareil pour la polarisation. On l'avait vu au premier cours, donc la polarisation, c'est la direction d'oscillation des ondes transversales. Et il se fait que les rayonnements, c'est ça qu'ils ont, c'est des ondes transversales, des rayonnements dont la lumière. Ça, cette polarisation, on peut la mesurer avec un polariseur. C'est quoi un polariseur? C'est une série de stries opaques qui sont toutes alignées dans une certaine direction et qui ne laissent donc passer que la lumière qui oscille dans cette direction effectivement. Et qui bloque la lumière qui oscille dans d'autres directions. Un exemple de ça, c'est les lunettes qu'on utilise pour les éclipses. Si vous en avez chez vous à la maison, vous pouvez faire l'expérience. Vous prenez deux paires de lunettes identiques et vous les mettez verre sur verre et puis vous en tournez une à 90 degrés, à 90 degrés. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il n'y a plus rien qui passe. Quand deux polariseurs sont placés perpendiculairement, il n'y a plus rien qui passe. Dans le cas des lunettes pour les éclipses, c'est utilisé pour filtrer la lumière, pour que seulement une partie de la lumière, celle qui est dans la bonne orientation, puisse passer, et donc que la quantité de lumière qui arrive à vos yeux soit vraiment très réduite. Alors je pense pas que cette expérience fonctionnera si vous essayez avec des lunettes de soleil qu'on appelle polarisées, parce que c'est... ou alors les lunettes de cinéma 3D aussi, parce que celles-là sont plutôt adaptées à des polarisations circulaires, donc ça ne marche pas de la même manière. Mais bon, si vous avez des lunettes pour éclipse, n'hésitez pas, faites l'expérience. Ok, donc dans l'expérience qui nous occupe, je vais vous faire un petit dessin. On a donc deux polariseurs de chaque côté. Enfin, un de chaque côté. Deux en tout. Donc je vais dessiner le premier polariseur ici. Voilà, il est là, il a telle orientation, voilà. Ça c'est le deuxième polariseur, hop, telle orientation. Je les appelle A et B. Au milieu des deux, il se passe quelque chose. On ne sait pas exactement quoi, peu importe ce que c'est, ça peut être soit une désintégration d'un atome, soit un gaz chauffé, ou alors un laser qu'on divise en deux. En tout cas, du moment qu'il y a deux photons qui partent de chaque côté. Les photons parcourent donc la même distance pour arriver au polariseur de chaque côté, et là, ça passe ou ça casse. Si le photon passe, derrière il y a un détecteur qui va faire clic, hop, et si le photon ne passe pas, le détecteur enregistre qu'il n'a pas fait clic. Toute cette série de clic et pas clic et clic, clic, etc., c'est envoyé à un ordinateur. Voilà. Qui va donc enregistrer toutes les séries, les deux séries, et ensuite qui va pouvoir les comparer. Et donc chaque fois que le résultat sera le même des deux côtés, il va noter un 1, et chaque fois que le résultat est différent des deux côtés, donc c'est-à-dire chaque fois que ça ne fait clic que d'un seul côté, il note un 0. Donc il a comme ça des séries de 1 et de 0, voilà. Et ensuite, on va faire une moyenne sur toute cette série, donc en additionnant et en divisant par le nombre d'éléments. Alors, si les polariseurs sont, comme je l'ai dessiné, orientés dans le même sens. Ici, hop, comme série, on n'aura que, donc s'ils sont orientés dans le même sens, un peu plus, hein, c'est mieux, on n'aura que des 1. Donc,
on n'aura que des cas où le résultat était le même des deux côtés. Soit ils sont passés des deux côtés, soit ils ne sont pas passés des deux côtés. En tout cas, il y a une corrélation parfaite. Donc ça, intuitivement, on peut se dire c'est logique parce que on pourrait imaginer que comme ils ont la même source, ils ont les mêmes propriétés, ils ont la même polarisation et donc ils réagissent de la même manière face à un polariseur. Alors, on va voir autre chose maintenant. Si on tourne l'un des polariseurs pour qu'il soit placé perpendiculairement au deuxième. Donc maintenant, on ne prend plus ça, on prend une orientation perpendiculaire. Dans ce cas-là, on va avoir que des zéros. Une moyenne de 0, il n'y aura jamais les deux photons qui vont avoir la même réaction face aux deux polariseurs. Bon, ça c'est très joli, mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux angles? Qu'est-ce qui se passe pour des angles quelconques? Donc c'est ça que je vais dessiner. Je vais prendre des angles quelconques, voilà. Celui-là, je vais l'appeler alpha, parce qu'il est côté A. Et, bon, il n'est pas très quelconque, celui-là, il ressemble vraiment à... Je vais l'écarter un petit peu plus quand même. Hop, voilà, je vais l'appeler alpha. Et celui-là, je vais le mettre un peu plus loin, je vais l'appeler bêta. Eh bien, ce qu'on constate quand on fait ça, c'est que la moyenne des 0 et des 1 donne toujours le cosinus de l'angle entre les deux. Voilà. Bon, là, il y a un petit facteur 2, c'est pas très important. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que plus les angles se rapprochent l'un de l'autre, plus les orientations sont proches d'être les mêmes, plus la moyenne va tendre vers 1. Et plus les orientations tendent à être perpendiculaires, plus la moyenne va tendre vers 0. Et si on cherche une fonction mathématique qui reproduit cette façon de varier, eh ben, on a un cosinus. Notez que cette moyenne est aussi la corrélation des résultats des deux côtés. Quand la moyenne vaut 1, c'est qu'il n'y a eu que des 1, c'est-à-dire que des résultats identiques des deux côtés, et donc la corrélation est parfaite. Quand la moyenne est de moins 1, ça veut dire qu'il n'y a eu que des moins 1, c'est-à-dire que des résultats différents, systématiquement différents, c'est une anticorrélation. Et quand c'est une autre valeur pour la moyenne, ça veut dire qu'il y a eu parfois des résultats semblables et parfois des résultats différents. Et quand la moyenne est de 0, ça veut dire qu'il y a eu autant de résultats semblables que de résultats différents. Et ça, c'est pas de corrélation en fait. Une corrélation nulle. Mettons que les polarisations sont déterminées dès le départ et que c'est seulement en fonction de ça que les photons passent ou ne passent pas les polariseurs. Donc ça, c'est dans l'idée que les photons étant produits par un même phénomène, par une même source, ils ont les mêmes propriétés et donc la même polarisation. On s'attendrait alors à ce que les deux photons ne passent tous les deux que quand les polariseurs ont la même orientation et que cette orientation correspond effectivement à la polarisation des deux photons. Si c'est n'importe quel autre angle, ils ne passeront pas. Et si les angles sont différents, eh ben forcément, il ne pourra pas y avoir plus qu'un photon qui passe parce qu'il y aura forcément un des deux angles qui sera pas le bon. Mais ça, ce n'est pas le cas ici, puisqu'il y a des cas où les deux photons passent alors que les angles des polariseurs sont différents. Ce n'est que quand vraiment les polariseurs sont perpendiculaires l'un à l'autre, qu'il y a 90 degrés entre les deux angles, que alors il n'y a pas plus qu'un seul photon qui peut passer. Ok, alors on admet qu'il y a une part de hasard dans ce qui fait que le photon passe ou pas un polariseur. Mais quand même, c'est pas un hasard pur, il y a des probabilités associées à chacun des angles. Donc on pourrait penser que les photons sont coordonnés au niveau de leur probabilité dès le départ. Mettons donc qu'ils se mettent d'accord dès le départ pour avoir une réaction compliquée à ce qu'ils vont rencontrer. En pratique, ça se traduirait par une sorte de loi probabiliste attachée au mouvement de chaque photon en tant que propriété. Mais ici, pour des besoins pédagogiques, on va faire comme si les photons se parlaient entre eux. Donc le premier photon dit au deuxième photon, ok, on va décider qu'il y aura un angle pour lequel on passera toujours tous les deux dans tous les cas. Donc si tu vois cet angle, tu passes. Mais par contre, si tu vois l'angle perpendiculaire à ça, toi tu passes pas et moi je passe. C'est très important, il faut absolument pas qu'on passe tous les deux. Bon, entre les deux, tu fais un peu ce que tu veux, du moment qu'on respecte certaines proportions. Tu choisis, mais n'oublie pas que tu as plus de chances de passer si c'est un angle proche de notre angle
et moins de chances de passer si c'est un angle proche de la perpendiculaire. Donc si tu décides quand même de passer alors que c'est proche de la perpendiculaire, tu seras le photon bizarre parmi tous les autres photons. Ah ouais, non, j'ai pas envie d'être le photon bizarre parmi tous les autres photons, donc je vais probablement pas passer si l'angle est trop proche de la perpendiculaire. Mais bon, on verra bien, fais-moi confiance. Dans tous les cas, on est sûr qu'au moins sur un angle, on est coordonné. Sauf que, vous voyez venir l'arnaque. Les expérimentateurs de chaque côté choisissent l'angle seulement après que les photons soient partis, après qu'ils aient été séparés. Et donc, ils ne peuvent pas se coordonner à l'avance sur un angle en particulier. Comment est-ce qu'ils savent, chacun de leur côté, qu'on est en train de mesurer le même angle de l'autre côté? Pourtant, systématiquement, quand on met les polariseurs dans la même orientation, ils vont toujours passer tous les deux, ou ne pas passer tous les deux, ils vont toujours être coordonnés, peu importe l'angle qu'on choisit d'orientation. Là, on se dit, il doit y avoir un mécanisme caché qui leur permet de se transmettre l'information et de se coordonner. On arrête la métaphore avec des personnages. Il doit y avoir un mécanisme de coordination qui régit la réaction des deux photons à la fois au moment où ils sont face au polariseur. Et ce mécanisme de coordination explique qu'ils réagissent de façon coordonnée ou pas en fonction de l'angle qu'on choisit. Et c'est là qu'intervient un personnage génial qui s'appelle John Bell. Et donc, John Bell, il dit, imaginons qu'il y ait une cause commune à ces deux résultats, en A et en B. Donc, une cause commune à cette corrélation qu'on va appeler lambda. Ça peut être absolument n'importe quoi. Ça peut être comme on l'avait supposé que la polarisation est déterminée par la source, mais ça peut aussi être que chaque photon est porteur d'une sorte de petit indicateur de probabilité qui indique la probabilité qu'il a de pencher dans telle ou telle direction. Donc ça, c'est pas une cause déterministe, hein, mais c'est un type de cause aussi. Voilà, ça influence le résultat. Et alors, ça peut être aussi le doigt de Dieu qui vient décider au dernier moment de quel côté il a envie que les photons penchent. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc pour pouvoir autoriser qu'il y ait des causes qui ne soient pas déterministes, John Bell va travailler avec des probabilités. Alors dans la situation qu'il étudie, John Bell, on ne mesure pas que selon un seul angle de chaque côté. On se donne la possibilité de choisir entre deux angles. Donc là, je vais les noter alpha 1 et alpha 2. Ça c'est alpha 1 et alors bêta, ça c'est bêta 1, bêta 2, on va le prendre ici. Voilà, donc des angles quelconques. Et donc avec ça, il y a 4 configurations possibles. On peut avoir soit choisi alpha 1 et bêta 1, donc à ce moment-là on a quelque chose comme ça. Soit avoir choisi alpha 1 toujours et bêta 2. Soit avoir choisi alpha 2 et bêta 1. Soit avoir choisi alpha 2 et bêta 2. Voilà, donc 4 configurations possibles. Et pour chacune de ces configurations, on va faire les corrélations et calculer la moyenne. Donc on va obtenir une moyenne ici. Je mets 1, 1 pour alpha 1 et bêta 1. Une moyenne là. 1, 2. Une moyenne là. Et une moyenne là. Voilà. Alors il se fait que comme c'est des angles quelconques, chacune de ces moyennes, c'est le cosinus de l'angle entre les deux. Comme on l'a dit. Alors, petite précision, on choisit quel angle on va avoir de chaque côté après que les photons aient quitté la source, pendant qu'ils sont en train de faire le trajet entre la source et les polariseurs. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas d'influence depuis juste du fait qu'on ait choisi tel angle ou tel autre
sur la polarisation si jamais elle est déterminée à la source. Ok, donc ça c'était la situation expérimentale. Bell imagine cette situation et il fait un calcul mathématique de probabilité et il obtient une condition nécessaire, donc puisqu'elle est obtenue de manière mathématique, sur les moyennes. Alors cette condition c'est que si on additionne toutes les moyennes et qu'on en enlève une, eh ben, ce résultat-là, il devra toujours être inférieur ou égal à 2. Il ne pourra pas être plus grand que 2, dans aucun cas. Peu importe les valeurs qu'on prend pour les angles. Voilà, donc ça c'est une condition démontrée mathématiquement. Le problème, c'est que quand on fait l'expérience, on se rend compte que cette condition est brisée. Et oui, il suffit d'un seul exemple pour vous montrer que c'est le cas, pour mettre en défaut la condition. Donc, je vais vous donner un exemple, un seul exemple, ce sera suffisant. Donc je répète, ce qui se passe, c'est que avec les cosinus qu'on a expérimentalement, là, ces cosinus ils sont expérimentaux, on peut trouver des angles pour lesquels la somme des moyennes est plus grande que 2. En valeur absolue, hein, c'était en valeur absolue ici. Oups. Peu importe. Je vais vous montrer un petit exemple de ça. On va faire un petit peu de calcul. Pour ceux qui n'aiment pas le calcul, c'est pas grave, vous pouvez faire autre chose en attendant. Dans tous les cas, les conclusions sont les mêmes. Donc ici, on a nos deux polariseurs. Ce que je vais prendre comme angle, c'est alpha 1 égale 0. Alpha 2 égale 45 degrés. Donc c'est pi sur 4. Bêta 1 égale pi sur 8. Ah oui. Voilà. Et bêta 2 égale moins pi sur 8. Voilà. Donc si je fais ça, que je calcule les cosinus, donc ici j'ai cosinus de 2 fois alpha 1 moins bêta 1, ça fait cosinus de 0, on a dit. Là, 2 fois 0, ça fait 0. Moins 2 fois pi sur 8, puisque bêta 1, c'est pi sur 8, donc ça fait pi sur 4. Et le cosinus de moins pi sur 4, c'est effectivement racine de 2 sur 2. Tout va bien. Donc ici, je fais pareil pour les autres. Hein. Cosinus de 2 fois alpha 1 moins bêta 2, c'est égal à cosinus de toujours 0. Cette fois-ci, comme le bêta 2 est négatif, on va avoir un plus, les deux moins vont se compenser, donc on a plus pi sur 4. Ça fait aussi racine de 2 sur 2, en fait, ça change rien. 4, merci. Donc ça c'est, je fais pareil avec tous les angles, donc là j'ai alpha 2 moins bêta 1. Donc ça c'est le cosinus de, ici cette fois-ci alpha 2 c'était pi sur 4, donc fois 2 ça fait pi sur 2. Moins 2 fois bêta 1 ça fait pi sur 4. Donc ça c'est égal au cosinus de pi sur 4, qui est aussi égal à racine de 2 sur 2. Et enfin, je prends tous les deux, donc alpha 2 moins bêta 2. Et ça fait cosinus donc de toujours pi sur 2. Cette fois-ci, ce ne sera pas moins pi sur 4, ce sera plus pi sur 4, à cause du signe de bêta 2. Et donc, on aura ça qui est égal au cosinus de 3 pi sur 4. Et ça, c'est moins racine de 2 sur 2. Alors, s'il y en a qui voient déjà venir le truc, chapeau. Mais quand on fait la somme de tout ça, donc on a racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2, plus racine de 2 sur 2. Et là, on était censé faire un moins pour le dernier terme, comme là, je vous avais montré, moins la dernière moyenne. Et du coup,
Ici, comme on a un moins sur la dernière moyenne, ça fait plus. Et donc, on obtient 4 racines de 2 sur 2. Ça fait 2 racines de 2. Ça veut dire que ce chiffre-là, 2 racines de 2, ce sera plus grand que 2. En fait, c'est plus ou moins égal à 2,8 en pratique. Donc, on a trouvé un exemple pour lequel la condition est rompue. La condition obtenue par le calcul par Bell, qu'on appelle l'inégalité de Bell, est donc invalidée par l'expérience. Ça veut dire que le calcul était faux. Mais en quoi? Ce n'est certainement pas la théorie des probabilités entières qui est fausse. Mais c'est plutôt qu'il devait y avoir des hypothèses implicites dans son calcul, des hypothèses sur les mécanismes cachés qu'on recherche, et dont au moins l'une d'entre elles est fausse, ce qui fausse le calcul. Bon, quand on regarde un peu ce que ça peut être, on se rend compte qu'il y a des conditions du style la définition d'une probabilité c'est ça, ou on appelle plus 1 ou moins 1 des résultats qui sont le même ou pas le même, mais ça c'est soit trop fondamental, soit trop arbitraire pour être le problème. Par contre, on peut isoler 3 conditions sur la nature des mécanismes qui sont implicites. La première, c'est que lambda soit une cause des 2 résultats au sens où on l'entend habituellement en physique, c'est-à-dire un processus spatio-temporel qui entraîne les 2 résultats. La deuxième, c'est que lambda ne soit pas influencé par les résultats, qui lui sont chronologiquement ultérieurs. Donc qu'il n'y ait pas d'influence du futur sur le passé, pas de rétrocausalité. Et la troisième, c'est que ce mécanisme qu'on recherche agisse par contact, c'est-à-dire pas instantanément à distance, sans médium de transmission. Ça, c'est non seulement implicite, mais c'est aussi imposé par la théorie de la relativité, qui stipule qu'aucune information ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière, et donc a fortiori une action non plus. Ça, c'est ce qu'on appelle la condition de localité. C'est forcément une de ces 3 conditions qui est fausse. Alors donc ici, les 3 conditions, c'est premièrement la cause commune lambda, deuxièmement la localité, donc pas d'influence à distance entre les 2 événements, et la troisième condition, c'est pas de rétrocausalité, donc voilà, maintenant vous choisissez laquelle vous avez le plus envie d'abandonner. Malheureusement, c'est à ça qu'on en est réduit. Il y a quand même très peu de physiciens qui acceptent la rétrocausalité. Jouer avec la flèche du temps, les physiciens ils n'aiment pas ça et ils ont bien raison, ça crée plein de paradoxes. La majorité des physiciens décident d'abandonner la localité. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'ils considèrent que le photon en A va avoir une action sur le photon en B, sans aucun médium de transmission de l'information, une action instantanée. Voilà. Alors certains expliquent ça en disant que c'est parce que le photon en A et le photon en B sont une seule et même chose qui existe à 2 endroits différents. Mais ça résout pas vraiment le problème parce que on a vu les champs, c'est aussi une seule et même chose qui existe à plein d'endroits différents. Et pourtant, quand il se passe quelque chose, quand il y a une perturbation dans un champ, cette perturbation se transmet à la vitesse de la lumière, pas instantanément. Donc c'est quand même pas suffisant comme explication. En tout cas, par contre, quelque chose qui est rassurant, c'est qu'on ne peut pas communiquer de cette façon-là. Ça, c'est démontré. Il n'y a pas moyen de communiquer en utilisant, communiquer instantanément à distance, je veux dire, en utilisant ce phénomène. Et ça, c'est rassurant parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si c'était le cas, on pourrait imaginer des situations où on envoie de l'information dans le passé, depuis le futur. Donc, de nouveau, il y aurait des paradoxes. Mais c'est pas possible parce que en fait, il y a toujours une part d'aléatoire dans le résultat final. Ça c'est parce que la mécanique quantique, il y a toujours une part d'aléatoire et du coup, la communication est rendue impossible par ça. Il y a une troisième possibilité, comme je vous l'avais dit, c'est d'abandonner la première condition, celle que ces 2 événements, ces 2 résultats, aient une cause commune, une cause qui les explique, ou en tout cas une cause spatio-temporelle.
Alors, je pense que ça vaut la peine de s'attarder un petit peu là-dessus, même si on va devoir utiliser quelques notions relativistes, mais ça ne va pas être compliqué. On va juste utiliser une représentation que utilise la relativité. En fait, cette représentation, c'est les diagrammes d'espace-temps, et c'est très adapté aux processus, et en particulier aux processus causaux. Ça, c'est vraiment le mieux pour ça, contrairement aux représentations classiques qu'on utilise d'habitude en physique, qui sont plutôt instantanées, donc comme une photo d'un système à un instant donné. Dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus pratique d'utiliser un diagramme d'espace-temps. À quoi ça ressemble un diagramme d'espace-temps? Eh bien, c'est une représentation dans laquelle l'espace est représenté en abscisse et le temps en ordonnée. Chaque point est un événement, et chaque événement est accompagné d'un cône de lumière qui représente tout ce qui peut avoir une influence, être causalement lié à cet événement. Pourquoi ça a cette forme-là? Eh bien, on va voir ça ensemble. Donc, si je pars d'ici, mettons, et je veux me déplacer comme ceci, dans cette direction de l'espace. En fait, je ne peux pas me déplacer uniquement selon l'espace. Je vais forcément subir aussi une augmentation du temps. Donc forcément, mon déplacement va ressembler à ça. Ici, c'est si j'ai fait 2 pas, mettons, en 1 seconde. Voilà. Alors, donc, même la lumière ne peut pas se déplacer uniquement selon l'espace. Elle est obligée de subir aussi une certaine augmentation du temps, même si la lumière est ce qui peut se déplacer le plus loin en le même temps. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si un événement se produit, ici, tout ce qui pourra en résulter devra être contenu dans cette limite. Devra s'être moins déplacé que la lumière en le même temps. Donc quand je dis contenu dans cette limite, c'est parce que de l'autre côté, il y a la même limite qui est celle de la lumière qui s'était déplacée dans l'autre direction d'espace. Bon, j'ai que 2 directions d'espace ici, parce que c'est en 2D, mais normalement l'espace est à 3 dimensions, hein, on est d'accord. Et alors, c'est la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui va pouvoir avoir causé l'événement, ici, aura dû s'être déplacé moins vite que la propagation de la lumière. Voilà. Donc, devra aussi être contenu dans cette limite, délimitée par la propagation de la lumière. Donc, là, vous voyez, j'ai fait un cône tout aplati. Donc ça, c'est ici c'est le cône de lumière. S'il y a un événement là, il a aussi son propre cône de lumière. Ouais, l'événement est là. Etc. Voilà. Donc là, ce que j'ai représenté, c'est grosso modo une collision. Donc on voit des choses qui... Voilà, c'est la collision entre ce truc-là qui a voulu se déplacer comme ça, truc-là qui s'est déplacé comme ça. Ils ont tous les deux subi une augmentation du temps. Et puis, il y a des choses qui en partent, voilà. Mais dans la situation qui nous occupe, à quoi ça va ressembler? Alors, je vais refaire les axes. Espace, temps. Donc, dans la situation qui nous occupe, on a ici un clic en A. Ça, c'est un événement. Un autre événement, c'est un clic en B. Donc, clic quand le photon est détecté. Hein. Donc, on a nos 2 événements ici. Chacun a son cône de lumière. C'est dur de faire des lignes droites ici. Voilà. Voilà. Et leur cause lambda, cause supposée, doit se trouver dans l'intersection de leur cône de lumière pour qu'ils aient pu la vivre tous les deux.
Voilà, donc ici je vais dessiner le mouvement que les photons ont fait pour arriver jusqu'au détecteur. Donc ça c'est leur mouvement, effectivement moins rapide que la lumière. Et alors si il y a le doigt de Dieu, ben Dieu il est là, et ça c'est le mouvement de ses doigts. On me demande de marquer ce qui représente le passé et le futur de l'événement dans la représentation ici. Ici cet événement-ci, ça c'est la ligne entre son passé et son futur. Donc son passé, c'est ceci. Et son futur, c'est ceci. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai hachuré toute la surface à l'intérieur du cône de lumière comme étant le passé de A et le futur de A, puisque ce qui s'est passé à l'extérieur du cône de lumière ne peut pas être considéré comme le passé de A, parce que A ne peut avoir vécu rien qui ait un rapport, il ne peut rien y avoir qui ait un rapport avec A à l'extérieur du cône de lumière. Donc là, j'étais en train de dessiner le doigt de Dieu, c'était une blague, mais ce qui est important, c'est que ici, il peut y avoir, en violet là, donc il peut y avoir n'importe quelle cause qui a influencé, qui a modifié l'état du photon de chaque côté pendant sa course. Donc ici, on va l'appeler, bon, je sais pas moi, on va l'appeler C pour cause. Voilà. J'ai donc une question par rapport à la rétrocausalité. N'existe-t-elle pas pour la pensée quelque chose qui survient maintenant peut modifier ce que l'on pensait au préalable? N'y a-t-il pas des exemples identiques en physique? Alors, pour répondre à cette question, je dois d'abord dire les lois qui régissent la pensée ne sont pas du tout les mêmes que celles qui régissent la physique. Donc, chercher des comparaisons entre les deux, c'est toujours un peu aventureux. Bon, ça peut se faire dans certains cas, pourquoi pas. Mais en tout cas ici, quelque chose qui survient maintenant modifie ce que je pense maintenant par rapport à cette chose. Mais elle ne peut pas modifier ma pensée d'il y a une heure, par exemple. La pensée d'il y a une heure, elle est passée, elle est révolue, et elle ne va pas changer. C'est ce que maintenant je pense qui est différent de la pensée d'il y a une heure. Et donc la modification, elle est survenue sur ma pensée actuelle. Alors, donc on va voir maintenant si on peut dessiner les trois possibilités qu'on avait sur notre diagramme d'espace-temps. En fonction de quelles conditions on décide d'abandonner. Alors, si on abandonne la localité, eh ben, une action à distance, en fait, ça ne peut pas être représenté sur un diagramme d'espace-temps. Voilà, donc je sais que vous êtes déçus, mais il faudrait que A ait une action sur B instantanément, mais ça, c'est pas un mouvement en fait, parce qu'il n'y a aucun mouvement qui peut être plus horizontal que la propagation de la lumière sur un diagramme d'espace-temps. Donc ça ne peut pas représenter une action. Donc ça ne peut pas figurer sur ce diagramme. La deuxième possibilité, c'était donc qu'il y ait une rétrocausalité. Alors, on va prendre du orange. Donc ça, ce serait imaginer qu'on puisse remonter les mouvements, remonter vers la source, qu'il y ait quelque chose qui puisse remonter vers la source, dans le sens opposé du temps. Mais donc, ça, c'est pas parce que je peux le dessiner que ça a un sens. Hein. Là, dans ce cas-ci, ça voudrait dire que c'est un mouvement qui a une durée négative. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une durée négative? Ça veut dire quoi, durer moins que pas du tout? En fait, ça n'a pas de sens du tout, quoi. Voilà. Donc, vous faites pas une fixette là-dessus. C'est vraiment la mauvaise piste, ça. Par contre, donc on a une troisième possibilité, c'est que il n'y ait pas de lambda. Voilà. Il n'y ait pas de cause commune à A et B. Et donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est que il ne peut rien y avoir de toute cette zone-ci qui est influencée A et B, puisque donc voilà, tout ça, c'est la zone que A et B ont vécu tous les deux.
et il ne peut rien y avoir là-dedans qui ait influencé A et B dans cette hypothèse. Mais quand on y pense, en fait, dans cette zone-là, non plus, parce que tout ce qui est dans cette zone-là ne peut pas influencer B. Et cette zone-là, c'est pareil. A est hors d'atteinte pour tout ce qui est dans cette zone-là. Et en fait, cette zone-ci, c'est pareil. Puisque là, il n'y a carrément aucun moyen d'atteindre ni A ni B. Même si je vais vraiment prendre un événement tout proche. Hein. Si je prends un événement tout proche, là, si je dessine son cône de lumière, c'est parallèle au cône de lumière de A. Vous voyez bien que le cône de lumière laisse A en dehors. Il n'y a pas moyen d'atteindre A d'une quelconque manière que ce soit en partant de cet événement. Pareil de l'autre côté. Ici, si je reste parallèle au cône de lumière de B, il n'y a rien qui est causalement lié à cet événement qui peut toucher B. Voilà. Donc là, cette zone-là, c'est mort. Et cette zone-là aussi, d'ailleurs, celle-là aussi, pour les mêmes raisons. Mais là, en fait, j'ai tout assuré. Voilà. Donc ce que ça veut dire, c'est que il n'y a pas... Donc c'est que la relation de corrélation entre ce qui se passe en A et ce qui se passe en B n'a aucune cause spatio-temporelle, donc aucune cause qui puisse être représentée dans un diagramme d'espace-temps. Ce que mon directeur de thèse utilise pour illustrer ça, c'est une petite anecdote. Il dit c'est l'histoire d'un soldat qui est à la guerre dans un pays lointain, et il meurt, et instantanément, sa femme devient veuve ici. Donc là, effectivement, instantanément, à distance, sa femme est devenue veuve. Mais bon, ce cas, justement, on parlait de la comparaison entre les événements de la pensée et ceux de la physique. Là, c'est pareil. La relation qui fait que cette femme devient veuve, c'est une relation qui réside dans notre pensée. C'est nous qui l'avons établie. Et c'est pas une relation physique. Être marié, c'est pas une relation physique. Donc c'est clair que la pensée, c'est pas une cause spatio-temporelle. Mais on pourrait imaginer quelque chose de similaire à cette anecdote, qu'il y ait une relation qui soit pas humaine. Donc un nouveau type de relation qui soit établi entre ces deux événements, A et B, et qui soit donc en dehors du cadre physique, qui soit une relation non physique. Voilà. Alors, ça rejoint un petit peu, vous allez me dire, l'action à distance. Action instantanée à distance, donc la non-localité, comme je vous le disais. La seule différence, c'est que dans le cas de la non-localité, ce sont des objets physiques, les photons A et B, qui ont une interaction non physique. Alors que dans le cas de la cause non spatio-temporelle, tout est non physique. La cause n'est pas physique. Il n'y a pas de génération de non physique à partir du physique. Voilà. Donc c'est quand même un petit peu mieux à mon avis. Mais bon, dans tous les cas, ça a des implications énormes. Ça, c'est certain. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Et vous remarquerez que jusqu'ici, on n'a pas encore parlé de mécanique quantique. Le calcul que John Bell a fait, calcul de probabilité, c'est des probabilités tout à fait classiques. Et donc, sa condition là sur les moyennes, c'est obtenu de manière tout à fait classique. Et le cosinus expérimental, c'est un résultat expérimental. Cette expérience, elle ne rentre dans le cadre d'aucune théorie, c'est une expérience, c'est un fait, c'est tout. Donc là, on n'a pas encore parlé de mécanique quantique. Là où la mécanique quantique intervient, c'est qu'en fait, elle permet de déduire ce cosinus de son formalisme. Donc elle correspond bien à ce qu'on observe dans l'expérience. En fait, dans les faits, ça s'est passé à l'envers. On a découvert ça dans l'autre sens. C'est-à-dire, d'abord, la mécanique quantique a déduit un cosinus. Après, Bell a fait ses machins et a dit qu'il allait y avoir un souci. Et après, on a fait l'expérience et on a remarqué qu'effectivement, les corrélations s'ajustaient quasiment parfaitement à un cosinus. Mais bon, c'était moins clair dans cet ordre-là, donc je préférais le présenter dans l'ordre plus logique.
Et justement, si on n'avait pas eu la mécanique quantique, on aurait quand même pu se rendre compte qu'il y avait un problème en faisant ces expériences par hasard ou quoi. On aurait quand même constaté qu'il y avait ce cosinus, et ce cosinus n'est pas modélisable par quoi que ce soit comme modèle classique. Donc on serait rendu compte qu'il y a un problème dans tous les cas. Alors, j'ai une question ici. Question. Le clinamen pourrait-il être un exemple de cause non physique? Oui, donc on précise déviation spontanée des atomes par rapport à leur chute dans le vide qui permet aux atomes de s'entrechoquer. Donc, effectivement, donc ça c'était ce qui avait été proposé par Démocrite. Je crois que c'est lui, mais c'est peut-être Lucrèce. Je ne sais pas si Lucrèce l'a inventé ou repris de Démocrite. En tout cas, on a lu ça dans Lucrèce. Et donc, c'était l'idée que tout à coup, donc il y a des atomes qui filent dans le vide, et puis tout à coup, sans aucune raison, paf, ils se décalent de leur trajectoire. Voilà. Et donc, ça, effectivement, on peut dire que ça peut être le résultat d'une cause non physique. Je pense que, comme c'était pensé à la base, c'était censé être le résultat d'aucune cause. C'était censé être un événement sans cause. Donc, encore plus fort que ce dont on est en train de parler là. Remarquez, on peut tout à fait dire que ce dont on est en train de parler sont des événements sans cause. C'est un peu abandonner la possibilité d'explication. Donc, disons qu'il vaut mieux abandonner une des trois autres options, quand même un peu moins coûteux. Voilà. Donc, ce phénomène de corrélation, qui ne s'explique pas par des causes spatio-temporelles, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et ce qui est important, c'est que ce n'est pas que quelques cas isolés, quelques exceptions de phénomènes. C'est vraiment un phénomène très très répandu dans le monde qui nous entoure. Je pense que dans le rayon de lumière qui entre dans mon salon, là, il doit y avoir au moins plusieurs cas de photons intriqués, paires de photons intriqués, qui viennent du Soleil. C'est vraiment très très courant. Et ça ne concerne pas que les photons. Comme je vous l'ai dit, on peut faire la même expérience avec des électrons. Et le truc le plus gros qu'on ait réussi à intriquer jusqu'ici, c'est des petits diamants d'une taille d'environ 1 mm. Ça, c'était en 2011. Par contre, attention, c'est pas parce que c'est courant et c'est pas parce que c'est révolutionnaire que ça change quoi que ce soit à tout ce qu'on sait dans d'autres domaines. Ça, c'est très important. Ni à ce qu'on sait dans d'autres domaines, ni aux objets qu'on manipule dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Et ni non plus à nos cellules. L'intrication n'a aucune influence sur le fonctionnement de nos cellules, même si elles sont plus petites que les petits diamants dont je vous ai parlé. Parce que, en fait, il s'y passe trop de choses. Elles ne sont pas du tout assez stables. Pour pouvoir intriquer deux objets comme ça, il faut des conditions extrêmement contrôlées, extrêmement propres, pour qu'il n'y ait absolument aucune interaction avec l'extérieur. Sinon, l'intrication est immédiatement détruite. On va expliquer pourquoi ça n'a pas d'influence sur les autres domaines et pourquoi il faut des conditions très précises dans le prochain cours. Alors, il y a une question qui est: en quoi consiste l'expérience d'intrication des diamants? Difficile d'imaginer. Alors, je pense, je vais vérifier ça pour la prochaine fois, mais je pense que c'était par rapport à leur spin. Donc, il faut un paramètre qui dépend de l'angle, hein, ça on l'a dit. Et pour les petits diamants, ils n'ont pas de polarisation, donc à mon avis, c'était leur spin. Et on a fait exactement la même expérience que ça. Donc mesurer selon un angle, le même angle des deux côtés, l'angle perpendiculaire. Là, les résultats sont jamais corrélés. Et puis des angles quelconques, et là on obtient les fameux cosinus de l'angle entre les deux. Mais je vais vérifier pour la prochaine fois si c'est bien ça. Deuxième question, pourrais-tu dire ce qu'on entend de façon générale par intrication? Généraliser l'exemple que j'ai donné. Donc l'intrication, c'est des corrélations à distance entre deux corps physiques qui ne peuvent pas s'expliquer, qui sont
qui ne peuvent pas s'expliquer par des causes spatio-temporelles. Je ne sais pas trop comment définir autrement que ça. En tout cas, il faut bien retenir cette notion de corrélation. Donc ça va être deux objets, deux corps physiques qui sont intriqués vont réagir de la même manière, vont réagir à l'opposé, mais en tout cas ils vont réagir de manière concertée aux événements qui leur arrivent. Voilà. Je pense que c'est le moment maintenant de répondre à la question sur le paradoxe EPR. Donc le paradoxe EPR, c'était un peu l'embryon de cette expérience-là. C'était sous forme d'expérience de pensée. Et ça a été proposé par Einstein et deux autres physiciens qui s'appellent Podolsky et Rosen, d'où le nom EPR. Mais en fait, l'expérience là que eux proposaient était quand même assez différente. Déjà, c'était par rapport à... Enfin, c'était un peu mélangé avec les relations d'incertitude entre la position et l'impulsion. Et en plus, ils n'avaient pas tiré les mêmes conclusions du paradoxe, c'était pas les mêmes conditions, c'était moins clair. Et je pense que c'est surtout que à l'époque, on s'en sortait pas trop encore avec toutes ces notions à combiner, etc. Et donc ils ont eu une intuition sur ce truc-là. Mais si je vous présentais le paradoxe EPR, ce serait beaucoup moins clair que ce qu'en a fait Bell. Bell, il a vraiment poussé la réflexion jusqu'au bout. Il a vraiment rendu le problème évident et simple. Et donc, le paradoxe EPR, c'est un peu c'est de l'histoire ancienne. Mais je vais en reparler quand même. Je vais en reparler dans l'avant-dernier cours. Ouais. Donc, on en reparlera à ce moment-là. Mais donc, retenez que c'est une expérience équivalente, à part que c'est pas avec des angles, donc on s'arrête à simplement les deux premières étapes. Et c'est un peu différent parce que c'est pas les mêmes propriétés qu'on regarde et c'est moins clair. Voilà. L'expérience de la gomme quantique à choix retardé, c'est à mon avis la quintessence de toutes les expériences qu'on a vues jusqu'ici. En fait, elle combine des effets qu'on a observés dans les autres expériences. Et vous allez voir, c'est très futé. Donc la première a été réalisée il y a 20 ans, mais elle est encore reproduite aujourd'hui pour la vérifier et pour l'optimiser et pour éventuellement la décliner. Donc, je vais vous faire un petit dessin de nouveau. Donc, prenons une fente de Young. Voilà, une fente de Young avec une source de lumière devant. Un petit soleil, c'est magnifique. Et derrière, on va placer ce qu'on appelle un convertisseur bas. Donc ça, c'est un matériau spécifique qui, quand il reçoit un photon, eh ben, il peut le transformer en une paire de photons de fréquence 2 fois plus petite. Voilà, donc je vais dessiner ça, mettons, il reçoit le photon, et dedans, ça se transforme en 2 photons de fréquence 2 fois plus petite. Alors, il fait ça que environ 4 fois sur 1 million, mais comme on peut envoyer vraiment beaucoup de photons d'un coup, c'est quand même assez fréquent que le convertisseur bas sorte ces 2 photons. Alors, maintenant, vous connaissez le principe. 2 photons de même source, eh ben, ils sont intriqués. Ils vont présenter des corrélations. On ne sait pas à quoi elles sont dues, mais en tout cas, on sait qu'il va y avoir des corrélations. Donc, je continue mon dessin. Donc, je voulais dessiner si c'est passé par une fente. Ça, c'est le chemin rouge. Je vais dessiner en vert l'alternative si c'est passé par l'autre fente. Voilà. Ça, c'est aussi divisé. Et on va continuer ces 2 chemins. Voilà, donc, ici, les 2 photons qui vont vers le haut, ils vont être concentrés par une simple lentille optique. Je vais remettre mon gant. Donc par une lentille optique classique. Hop, ils vont être concentrés pour voir s'ils vont interférer ou pas. Donc là, on va mettre un écran
et si ça interfère, on le verra sur l'écran, s'il y a des interférences. Donc cette partie-ci de l'expérience, c'est la même chose que des fentes de Young. On a juste un peu décalé l'écran, mais c'est l'expérience des fentes de Young classiques. Maintenant, de l'autre côté, on va envoyer les photons qui vont vers le bas, les deuxièmes photons de la paire. On va les envoyer vers des détecteurs, en utilisant des miroirs pour les dévier. Voilà. Et les détecteurs, donc je les représente ici. Ça c'est le détecteur A, ça c'est le détecteur B. Voilà. Et donc vous remarquerez déjà que en fonction de si le photon est détecté par le détecteur A ou par le détecteur B, on peut savoir par quelle fente il est passé. S'il est détecté en A, il a suivi le chemin vert, donc il vient de la fente du haut. Et s'il est détecté en B, il a suivi le chemin rouge, il vient de la fente du bas. Mais il y a une astuce. C'est que ces miroirs que j'ai dessinés, là les deux petits traits, c'est pas comme, c'est pas des miroirs comme ceux qu'on a à la maison. C'est des miroirs semi-réfléchissants. Donc la différence, c'est que bon, ceux qu'on a à la maison, il y a une pellicule opaque derrière. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé l'arrière d'un miroir. Et bien ceux-là, la pellicule n'est pas tout à fait opaque. Donc ça fait qu'il y a certains photons qui peuvent passer. Et on les a construits de sorte à ce qu'il y ait un photon sur deux qui passe. Donc chaque photon a une probabilité de 1,5 de passer à travers et 1,5 de être renvoyé. Donc ici on a des chemins alternatifs qui sont continués tout droit. Là pareil, continuer tout droit. Voilà. Et alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les renvoyer vers un autre miroir semi-réfléchissant qui va les mélanger, vous allez voir. Donc ceux avec quoi on les renvoie, c'est là pour le coup c'est des miroirs classiques qui bloquent complètement. On n'a pas envie de se retrouver avec encore un chemin. Donc ici on renvoie vers un miroir semi-réfléchissant. Et comment il va mélanger? Eh bien ici le rouge, il peut soit être réfléchi, soit traversé. Et le vert, il peut aussi soit être réfléchi, soit traversé. Mais donc ça fait qu'au final, des deux côtés, les deux chemins vont se mélanger. Et si on met un détecteur ici et un détecteur là, donc on va les appeler C et D, on ne pourra pas savoir de quel chemin vient le photon si on en reçoit un. Si on reçoit un photon en C, là, il peut venir soit du chemin vert, soit du chemin rouge, on ne sait pas. Et c'est ça qu'on appelle une gomme quantique. C'est un dispositif qui efface l'information. Ici, c'est l'information de chemin. Donc, je récapitule. Si le photon est détecté en A ou en B, on peut savoir de quelle fente il vient. Et si le photon est détecté en C ou en D, on ne sait pas de quelle fente il vient. L'information a disparu. Ok, donc ça c'est pour un photon de la paire à chaque fois, celui qui va vers les détecteurs. Mais il ne faut pas oublier qu'à chaque fois, il y en a un deuxième qui est intriqué, qui a été renvoyé vers le haut pour arriver sur l'écran. Donc au final, il y a trois configurations possibles, envisageables. Si le photon de départ est passé par la fente du bas, eh ben, c'est les chemins rouges qui sont réalisés. Et donc, il va arriver tout seul en haut, avec rien avec quoi interagir, donc pas d'interférence. Si le photon est passé par la fente du haut, donc il va suivre, ce sont les chemins verts qui sont réalisés, et pareil, il arrive tout seul en haut, voilà. Mais on sait aussi, par l'expérience des fentes de Young, qu'il y a la possibilité que le photon soit passé par les deux fentes, donc de par sa nature de continu. Et donc à ce moment-là, tous les chemins sont réalisés. Et donc à la fois le chemin rouge et le chemin vert vont arriver en haut, et à ce moment-là, ils pourront interférer. Donc là, par exemple, s'il y a un demi-photon qui est passé par chaque fente, ben, il y a 2/4 de photons qui se retrouvent en haut, si on regarde ça comme ça. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer expérimentalement? Qu'est-ce qu'on va constater? Eh bien, on va constater que quand le photon est mesuré en A ou en B, eh bien en haut, il n'y a pas d'interférence. Alors que quand le photon est mesuré en C ou en D, eh ben, on a alors une figure d'interférence en haut. Étrange, non? Bon, c'est étrange, mais ça reste quand même relativement normal. Là, ce qu'on vient de faire, c'est de confirmer l'intrication. L'intrication,
ce qu'elle fait, c'est qu'elle coordonne les deux photons de la paire. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si on peut connaître l'information sur un des photons, celui qui va en bas, eh ben, on peut connaître quelque chose aussi sur l'autre photon qui est en haut. Là, en l'occurrence, si on sait par quel chemin est passé celui du bas, on sait par quel chemin est passé le premier, celui du haut, puisqu'ils ont été produits par la même source dans le convertisseur bas. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, comme le premier est passé par une seule fente, puisqu'on a vu que le deuxième était passé par une seule fente, eh ben, il n'a rien avec quoi interférer, donc pas d'interférence. Donc ici, on voit vraiment la combinaison des deux expériences qu'on a vues plus tôt. Il y a la combinaison de cet effet étrange des fentes de Young, où quand on place un détecteur, il n'y a pas d'interférence, et quand on ne place pas de détecteur, il y a des interférences, et l'intrication qui vient s'ajouter à ça. Voilà, donc c'est bizarre, mais on le savait déjà. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on peut placer ces détecteurs aussi loin qu'on veut par rapport à l'écran. Donc là, par exemple, je pourrais dire que ici, eh ben, je vais les mettre 1 km plus loin. Voilà, 1 km. Pareil. Et là, il n'y a toujours que 5 cm. Hein. Donc, ça voudra dire que le premier photon qui a été vers le haut, il atteindra l'écran et il imprimera l'écran bien avant que le deuxième photon soit envoyé sur un chemin ou l'autre et soit détecté par les détecteurs A, B, C ou D. Et quand on fait ça, on a quand même les mêmes résultats. On a quand même le fait qu'il y a une coordination entre la figure d'interférence et le fait d'être détecté par A ou B ou bien C ou D. Donc, comment on peut expliquer ça? Comment ça se fait que, comment le photon qui arrive sur l'écran, comment sait-il s'il doit interférer ou pas avant même que le deuxième photon soit détecté et qu'on puisse déterminer si son information de chemin est gardée ou pas? Comment est-ce qu'il sait ça? Est-ce qu'il y a une rétrocausalité de nouveau? Eh ben non, vous vous en doutez, c'est pas ça. En fait, je peux vous donner cette impression que parce que je vous ai pas expliqué comment on obtient la figure d'interférence en haut. En fait, quand on regarde ce qui se passe sur l'écran, voilà donc ce qu'on observe sur l'écran. Donc là, vous voyez bien, c'est pas du tout une figure d'interférence. Hein, on voit rien du tout, il n'y a pas de motif. Et en fait, la figure d'interférence est en quelque sorte codée dedans. Comment on va faire pour la décoder? Eh ben, ce qu'on fait, c'est qu'on isole les points sur cette figure d'interférence, enfin sur cette figure qui n'est pas d'interférence, qui correspondent à une détection par chacun des détecteurs. Donc par exemple, on prend le détecteur C et pour chaque impact dans le détecteur C, on retire le temps nécessaire à la lumière pour faire le chemin, faire la distance entre l'écran et le détecteur, et on garde l'impact sur l'écran qui correspond à ce moment-là. Donc logiquement, si les impacts sont suffisamment distincts, on pourra être certain que l'impact qu'on a sur l'écran, que l'impact qu'on a gardé, il correspond bien au même photon que celui qui a été détecté en C. Donc on fait comme ça la corrélation chaque fois avec chaque détecteur. Si on fait ça, donc pour le détecteur C, ça c'est la corrélation avec le détecteur C. Donc quand on garde que les impacts qui ont aussi été détectés en C, c'est ça que ça donne, c'est la figure d'interférence. Maintenant, quand on garde que les impacts qui ont aussi été détectés en D, c'est la même chose. Et quand on garde que les impacts qui ont aussi été détectés en A, eh ben, ça donne ceci, pas de figure d'interférence. Vous vous en doutez, pour B, c'est la même chose qu'en A, il n'y a pas de figure d'interférence.
Donc une petite image pour résumer tout ça peut-être. Vous voyez sur cette image que quand on prend les 4 corrélations avec les 4 détecteurs et qu'on les met l'une sur l'autre, en fait elles se compensent toutes et c'est pour ça qu'on se retrouve avec la même chose que ce qui était imprimé sur l'écran. Voilà, je vous laisse regarder un petit peu. Donc elles se compensent. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas moyen d'envoyer de l'information dans le passé de cette manière-là. On est obligé d'attendre que les détecteurs aient réagi pour pouvoir décoder la figure d'interférence. Bon, alors il y a plusieurs interprétations possibles pour cet effet. En tout cas, il y a un consensus qu'il n'y a pas de rétrocausalité. Bon, ça, c'est clair. Mais à propos de la question de savoir qu'est-ce qui pousse l'électron, qu'est-ce qui pousse le deuxième photon sur un chemin ou sur un autre, de façon cohérente avec ce qu'avait fait le premier photon sur l'écran. Qu'est-ce qui fait que il va choisir sa direction, et quand je dis choisir, je ne parle pas d'intention. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'il va aller dans une direction ou une autre qui va toujours être cohérente avec quelque chose qui s'est passé loin et très longtemps auparavant. Ça, c'est ça qui varie selon les interprétations. Je précise que le miroir semi-réfléchissant qu'il envoie sur un chemin ou l'autre ne sélectionne rien du tout. Hein. Ce n'est pas un miroir intelligent, il envoie au hasard sur un chemin ou sur l'autre. Voilà, question d'interprétation, on va en reparler. C'est fini pour moi. Enfin, ce cours-ci est terminé. Est-ce que vous avez des questions générales? Mystère et boule de gomme quantique, oui. Effectivement, il fallait la faire. J'ai une question en attente. Alors, la question c'est, pourrais-tu récapituler les 3 causes possibles de la première expérience? Oui, je peux. Donc, c'est pas vraiment des causes, mais en tout cas les 3 conditions qui ont été utilisées par Bell dans son calcul et qui doivent donc être pas vraies. Donc, la première c'est le fait qu'il y ait une cause commune aux 2 événements. Donc ça peut être soit que la polarisation a été déterminée par la source est alors la cause commune, soit que il y a n'importe quoi qui a influencé à la fois les deux pendant leur trajet. Donc n'importe quelle cause à la corrélation. Donc ça c'était la première condition. La deuxième condition, c'est que il n'y ait pas d'action à distance entre les deux, donc c'est pas un photon qui force l'autre photon à faire la même chose que lui, à distance, comme ça, sans médium de transmission. Et la troisième condition, c'est que les résultats de l'expérience n'influencent pas la cause qui s'est passée avant. Donc par exemple que c'est pas parce qu'on a mesuré ceci ou cela que du coup la source va donner telle ou telle polarisation. Enfin, plutôt je devrais dire que c'est pas parce qu'on a mesuré que la source a donné telle polarisation. Donc il n'y a pas d'événement futur qui influence les événements passés. Donc je reprends, lambda, la localité et pas de rétrocausalité. Donc on me demande de réexpliquer pourquoi on doit d'office exclure l'une des 3 conditions. Ça c'est parce que John Bell a fait un calcul en partant de ces 3 conditions. Donc il a mathématisé ces 3 conditions, donc avec probabilité plus machin égale machin. Donc ça fait 3 équations. Puis il a fait un calcul avec ces 3 équations-là, tout un calcul quelconque, et il est arrivé à une
formule qui est la condition sur les moyennes, qui est que quand on additionne 3 moyennes et qu'on en retire une, ça doit toujours être plus petit ou égal à 2. Voilà, donc là il arrivait nécessairement à cette condition sur les moyennes. Or, on a remarqué par l'expérience que cette condition sur les moyennes est brisée. On peut avoir des angles pour lesquels cette condition n'est pas respectée. Or, comme on avait déduit nécessairement cette condition par le formalisme, par les mathématiques, cette condition ne peut pas être fausse. Donc, comment ça se fait qu'elle est mise en défaut? La seule façon pour qu'elle soit fausse, c'est que les formules dont on est parti de départ ne sont pas toutes bonnes. Donc qu'il y ait au moins une des 3 conditions qui soit fausse. Alors il peut y en avoir plus qu'une, effectivement. On peut considérer que les 3 conditions sont fausses. Hein. Mais bon, a priori on essaiera plutôt de limiter les dégâts et de considérer qu'il n'y en a qu'une qui est fausse. Alors, quelqu'un commente en disant qu'on comprend bien l'impossibilité d'une cause rétroactive, dès lors il reste 2 conditions. Effectivement, le débat il est plutôt au niveau de 2 conditions. Mais en fait, je vais vous dire ça dans l'avant-dernier cours, mais il n'y a pas vraiment de débat sur ces questions-là. Je crois que il y a beaucoup de physiciens qui lisent pas vraiment ce que John Bell a écrit, et qui oublie un peu qu'on a un choix comme ça entre 2 possibilités. Donc vous pourrez faire le malin quand vous rencontrerez un physicien la prochaine fois, en lui disant « Qu'est-ce que tu choisis toi? Moi je choisis ceci. » Voilà. Alors je ne veux pas dire non plus qu'on ne saura jamais et que ce sont des choix qui sont totalement libres et totalement liés à rien du tout. C'est juste que pour le moment, on n'a aucun moyen de discriminer entre ces 2 choix. Mais il se peut très bien qu'un jour on comprenne comment fonctionne l'action à distance, par exemple, et donc on valide le choix d'abandonner la localité, ou alors qu'on comprenne qu'on ait d'autres choses qui corroborent l'existence de relations non physiques, et donc on corrobore plutôt l'abandon de la cause spatio-temporelle. Voilà. C'est juste que pour le moment, vous avez encore la possibilité de faire un choix. Pourrait-on imaginer une 4e condition? On pourrait en imaginer une et refaire le calcul éventuellement, mais en tout cas, elle serait à ce moment-là superflue, parce que Bell a pu faire son calcul avec uniquement 3 conditions, et donc on sait déjà que forcément une de ces 3-là n'est pas bonne. Donc si on rajoute une condition et qu'on se rend compte que ce qu'on en tire n'est pas vérifié, ben on saura que en fait celle qui est pas bonne, c'est une des 3 qu'on avait déjà, c'est pas la 4e. Enfin, peu importe si la 4e est bonne ou pas finalement. J'espère que j'ai répondu à la question. 2e question, est-ce qu'il n'y a pas plutôt un calcul alternatif? Alors, cette question-là, en fait, c'est une question qui est beaucoup plus vaste que le cadre de ce cours. C'est une question qui concerne les mathématiques. Donc il y a en fait tout un pan de la philosophie qui s'occupe que des mathématiques, donc la philosophie des mathématiques. Et la question de savoir s'il y a vraiment... quel est le rapport entre les mathématiques et la réalité, la question de savoir aussi quel est le niveau de nécessité des mathématiques, ça c'est une question très ouverte. Donc effectivement, certaines personnes pourraient dire que c'est la logique même des mathématiques qui est fausse. Et c'est pour ça qu'en partant de conditions vraies, on peut obtenir un résultat faux. Le problème, c'est que ces mathématiques-là que Bell a utilisées, c'est vraiment des trucs de base. Et si même là-dedans la logique est fausse, ça veut dire que tout ce qu'on bâtit sur les mathématiques jusqu'ici est foutu par terre. Donc ça rejoint... alors je sens déjà qu'il y a des gens dans l'assistance qui vont penser au théorème d'incomplétude de Gödel. Donc
ce théorème, il dit que peu importe le système d'axiomes qu'on choisit, on pourra toujours trouver des propositions qui ne sont pas vérifiables, donc dont on ne peut pas démontrer si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Donc on pourrait se dire ici, ah ben voilà, ce développement-là, on est simplement tombé sur une proposition invérifiable, et du coup on a pu montrer qu'elle était fausse par l'expérience, et tout va bien. Mais en fait non, parce que ces propositions-là que Gödel se propose de trouver, c'est des trucs tout à fait particuliers. C'est basé sur le paradoxe du menteur. Donc le paradoxe du menteur, c'est dire je suis en train de mentir, par exemple, et donc si c'est vrai, ben c'est faux, et si c'est faux, c'est vrai, donc il y a un problème. Et donc c'est la reproduction de ce genre d'arnaque de formulation qui va fournir ces propositions non vérifiables. Mais dans le cas du calcul de Gödel, il n'y a pas moyen que ce soit un truc comme ça. Donc si on veut que le développement mathématique soit faux, c'est que vraiment toutes les maths sont par terre. Et ça, c'est quand même une conséquence aussi grave que le reste, on va dire. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça, et on se revoit pour le prochain cours. Bon week-end, bonne réflexion, et à bientôt.